Dominical, essentiellement le ménage, le repassage, enfin, tu sais, la vraie vie, quoi. Donc par ce beau dimanche, ce dit hivernal, je voulais vous montrer un petit peu comment je tire le Yi-King, mes 2 bouquins pour le Yi-King, les comparaisons, et puis comme je vous lis souvent sur ma chaîne, les 2 arbres de la voix, le livre de Lao Tse, je voulais quand même vous montrer l'édition dans son intégralité. Donc c'est un coffret qui a été édité aux éditions Les Belles Lettres, qui comprend les entretiens de Confucius, le livre de Lao Tse. Vous voyez, c'est un très beau coffret. Je vais vous lire la 4e. Le livre de Lao Tse et les entretiens de Confucius ont été abondamment traduits dans toutes les langues occidentales. Toutefois, il n'en existe aucune édition conjointe. Il nous a semblé intéressant de les appareiller, non parce qu'ils remonteraient à une source commune ou que, poursuivant une visée distincte, ils pourraient finir par converger, mais parce que, au contraire, tout en constituant les 2 piliers de la culture chinoise, ils en forment les 2 pôles opposés. En dépit de toutes les tentatives de conciliation ou de réconciliation proposées à ce jour, ces 2 courants contradictoires de la pensée et de la sensibilité chinoise ne sauraient fusionner sans se détruire ou disparaître, à la façon de ces 2 arbres de la vie dont parle Musil, la science et la poésie, qui donnent sens à la vie précisément du fait qu'ils sont irrémédiablement disjoints. C'est cet antagonisme fondamental, rebelle à toutes les tentatives syncrétistes, donc d'assimilation, de lissage, de fusion ou d'amalgame, qui a donné à la pensée chinoise sa profondeur et sa richesse. Indépendamment de cet enjeu qui commandait de publier conjointement les 2 ouvrages appartenant à des tendances opposées, il en est d'autres propres à chacune des traductions. Celle-ci, accompagnée d'une présentation substantielle et de notes détaillées, s'emploie en effet à souligner l'ambiguïté des textes et la multiplicité des interprétations possibles. Le traducteur, Jean Lévy, a surtout cherché à rendre en français les spécificités du style des 2 ouvrages, tout en tenant compte des nouvelles interprétations ouvertes par les récentes découvertes de versions manuscrites remontant pour Lao Tse au IVe siècle avant notre ère. Vous voyez ? Donc, je vous présente un peu, je vais vous faire voir un peu le 2e livre. Alors, je les ai couverts, donc ils sont un peu rêches. Le livre de Confucius, c'est celui que j'ai le moins lu. Il est beaucoup plus moralisant. Et il est plus lié au gouvernement, au pouvoir politique. Donc, je vous lis par exemple un extrait. Nommé intendant de la place de Jiufu, Zizia s'enquit du gouvernement auprès du maître. Puis il déclara: point de hâte, pas de petits profits. La hâte est mère de l'échec. Les petits profits sont le tombeau des grandes entreprises. C'est des petites scénettes, si vous voulez, d'histoires racontées à la fois dans les légendes et à la fois dans l'histoire. Donc des chroniques historiques, légendaux-historiques, si je puis dire, dans lesquelles il dégage, Confucius, des morales de commandement ou de commandement intérieur, individuel ou collectif. D'accord ? Et donc, vous avez les petites notes. Voilà, le texte est linéaire, ce n'est pas de la poésie. Celui que vous connaissez beaucoup plus sur ma chaîne, c'est celui-là. C'est le livre de Lao Tse qui est lui-même coupé en 2 livres. Le premier livre, je ne vous ai jamais fait la présentation. Il y a des petites cartes. Le premier livre, c'est le fameux Tao Te Ching, le livre de la voix. Et le 2e, livre second, c'est le livre de la vertu qui a été écrit plus tardivement. On ne sait si Lao Tse a vraiment existé, d'accord ? Il fait partie des figures légendaires comme Socrate chez nous. Socrate n'a jamais écrit de lui-même. C'est Platon qui a chroniqué ce que
Socrate aurait dit de son vivant. Et Lao Tzu, c'est un peu ça. On ne sait pas qui c'est qui a vraiment écrit ce livre. C'est sûrement un collectif. Donc c'est un livre. Ah oui. Il n'y a que le livre de Lao Tzu où il y a le texte en chinois en regard. Hein. Voilà. Ce n'est pas le cas pour les entretiens de Confucius. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer aussi les 2 livres que j'ai de Yi King. Alors, vous allez remarquer quelque chose. Donc, celui-là, c'est un binôme qui coûte 28 €, d'accord, que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies. Cyril Desjavaris et Pierre Faure. Pierre Faure est le traducteur. Et Pierre Faure, plus tardivement, a fait sa propre édition, 35 € dans toutes les bonnes librairies aussi. Édition Les Belles Lettres, qui est la référence en lettres classiques dans la traductologie française. Et du coup, il a fait son livre tout seul, de Yi King. Et donc, pour le livre qu'il a fait en binôme avec Cyril Desjavaris, est plutôt primitif, puisque je vais vous montrer dans le 2e marque-page, il y a toutes les séries d'erreurs de traduction. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est Pierre Faure qui, après l'édition, a révisé son travail et a fait des correctifs. Donc du coup, c'est essentiellement les transcriptions phonétiques des hexagrammes ou de mots sacrés en chinois. D'accord? Là, Pierre Faure, son édition est plus tardive. Donc il a dégommé toutes les fautes. Donc vous avez la traduction là, hein, phonétique ici. À l'entrée. Ils sont organisés différemment, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc alors, par exemple, donc ça c'est moi qui ai plastifié, hein, je les ai recouverts et tout. Donc là, d'ailleurs, il y a une petite... Donc là, ce qui est très pratique, dans le Javaris à 28 €, il vous explique la méthode des pièces, qui n'est pas expliquée ici. Et la méthode des tiges. J'ai marqué les baguettes d'Achillée, parce qu'on les connaît aussi sous ce terme. Donc, il vous explique comment on fait. Prendre 3 pièces. Alors moi, vous verrez, moi, je ne tire pas avec les baguettes d'Achillée qui sont plus longues. Ce que je fais, c'est que je prends 3 pièces, attribuées à la pile, la nature yin et le chiffre 2, attribuées à face, la nature yang et le chiffre 3. Lancez les pièces, notez les 3 chiffres correspondant au sur lequel elle s'immobilise et en faire la somme. Recommencer 5 autres fois de manière à déterminer les 6 traits de l'hexagramme. Réponse du bas vers le haut. Convertir les chiffres obtenus en traits à l'aide du codage suivant. Et donc là, ce qui est génial, c'est qu'il marque à chaque fois le yin mutant, le yin naissant. Voilà, donc le yang et le yin naissant sont les signes fixes, d'accord? Le yang, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, c'est un trait fort. Le yin naissant, c'est 2 petits traits. C'est le yin, donc le féminin en français, le yang, un trait plein, voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, il y a en bas, parce que ça se tire toujours du bas en haut, il faut toujours un petit crayon de papier à côté pour noter les résultats. Et donc, vous construisez votre Yi King de bas en haut. Donc, mais on fera un exemple de toute façon avec les pièces. Voilà. Et pour les baguettes d'Achillée, je vais vous montrer aussi, je vais vous lire. Prendre 50 tiges, donc ça peut être des Mikado ou des cure-dents en bois, les recompter, en retirer une et la poser devant soi.
Prendre en main les 49 restantes et les partager en 2 tas, au hasard. Hein. Poser un des 2 tas et retirer une tige du tas resté en main. La placer entre l'auriculaire et l'annulaire. Donc là, c'est vraiment si vous voulez être procédurier, hein, vous n'êtes pas obligé de la placer entre l'auriculaire et l'annulaire. Hein. Poser ce tas et prendre l'autre. Comptez 4 par 4 les tiges qu'il contient jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4, 3, 2 ou une tige. Glissez ce premier reste intermédiaire entre l'annulaire et le majeur. Prendre l'autre tas et compter les tiges de la même façon, 4 par 4, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4, 3, 2 ou une tige. Glissez le second reste intermédiaire entre le majeur et l'index de la même main. Rassemblez toutes les tiges tenues en main et les placer devant soi. C'est le premier grand reste. Rassemblez toutes les tiges restantes et recommencez toutes ces opérations. On obtient alors le deuxième grand reste. Rassemblez encore une fois toutes les tiges restantes et recommencez toutes ces opérations. On obtient alors le troisième grand reste. Rassemblez toutes les tiges des 3 grands restes et les comptez. Le chiffre obtenu correspond au premier trait de l'hexagramme réponse, celui du bas. Rassemblez alors les 49 tiges et recommencez 5 fois de suite toutes les opérations depuis le début pour déterminer les 5 autres traits. Les 6 chiffres obtenus en utilisant le codage suivant: 25 yin mutant, 41 yang naissant, 17 yin naissant, 13 yang mutant. Donc vous voyez, c'est un peu plus long que le reste que par les pièces, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Peut-être qu'un jour, je vous le ferai quand j'aurai commandé mes tiges. Voilà. Donc, on va comparer ces... alors, quelles sont les grandes différences? Donc, vous voyez, voilà. Il est rangé comme ça, en tableau comme ça. Tandis que l'usuel ici, il est aussi rangé comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pas exactement le même rangement, hein, parce que là, on peut lire le 1, et là, on a le 9, et là, on a le 34. Donc, ça, c'est pas très important. On a quand même les 64 hexagrammes. Ah, il y a aussi... Ah, il faudra que je le nettoie. Et, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est beaucoup plus esthétique. Là, il a fait l'hexagramme, le carré parfait. Voilà, le livre sacré comme ça. Avec les hexagrammes, avec les orientations, le sud, le nord, l'est et l'ouest. Donc du coup, avec les petits chiffres, donc, quand vous avez votre hexagramme, vous savez vers quel côté votre hexagramme est orienté. Donc ça, c'est intéressant, c'est marrant. C'est beaucoup plus respectueux de la tradition, hein, celui-là. Et celui-là est beaucoup plus pédagogique. Hop. Donc, une fois qu'on a ça, on va comparer avec le numéro 1. Attendez, je vais prendre des petites pincettes. Et là, on va voir les différences. Hein. Donc, pour le numéro 1, voilà, vous avez aussi le grand tableau ici, hein, dans l'édition Javary et Pierrefort, 28 €. Donc là, on n'a pas exactement les mêmes traductions. C'est pour ça, le chinois est très difficile à traduire dans les autres langues. Hein. C'est vraiment compliqué. Alors, attendez que je fasse ça. Hop. Et je vais vous expliquer les différences. Tandis que là, donc on a aussi c'est une édition luxe. Hein. On a la petite, le petit truc. Donc lui, par contre, là, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus ramassé dans cette édition-là. Hein. D'accord?
Voilà. Donc du coup, là, on a, dans cette édition-là, on a, je vais vous montrer le nombre de pages qu'on a. Hein. Donc, pour un hexagramme de numéro 1, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 pages, d'accord, 5 feuilles, recto verso plus ou moins, d'accord. Et là, on en a, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 pages, on a quasiment le double, vous avez vu? Donc, en fait, et ça résume vraiment, voilà. Celui-là, on va voir, on va analyser. Il est beaucoup plus pratique pour les moyens de divination ou de conseil, puisque le Yikin ne dit pas l'avenir comme les tarots divinatoires, bien que ça soit une pratique divinatoire oraculaire, une mancie si vous voulez, mais c'est plus des conseils de commandement, de conduite à tenir face à une situation. D'accord? Et donc du coup, là on a la traduction du poème avec le mot à mot, avec en mot à mot le texte chinois et la transcription phonétique. On a une première introduction, hein, d'accord, voilà. On a une analyse de l'idéogramme, ciel, ce qu'il symbolise, ciel, firmament, masculin, le souverain, prononcé Gan, sec, séché par le soleil, d'accord. Et on a l'idéogramme est complexe, sa prononciation est double, sa signification est depuis longtemps abstraite de sa graphie, et sa graphie s'est modifiée au cours des siècles. Donc on a une histoire de l'idéogramme. Hein. En introduction, on a un premier élément d'analyse, l'élan créatif et le plein déploiement des qualités Yang, force d'activation, vigueur, dynamisme, puissance, capacité à faire surgir le nouveau et à promouvoir sa réalisation. Je vous donne que les premières lignes. Et ce qui est marrant, ce qui est assez génial là, c'est ce qui est vraiment amusant, c'est cette page-là. C'est la traduction de la poésie, fondamentalement favorisant, ténacité profitable. Dragon tapis dans l'onde, ne pas agir. Dragon visible dans le champ, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Le chef accompli jusqu'à la fin du jour, et fermement fermé. Au soir, il est encore tout vigilant. Danger, absence de faute. Donc là, on est presque aux âges de la tradition chinoise avec, si vous voulez, ce message oraculaire qui est un peu sibyllin, qui est un peu difficile à décrypter au départ et qui est sujet à une exégèse, c'est-à-dire à une interprétation. Exégèse, c'est ce qui est en dehors du texte source. Gèse. Hein. Exégèse. Voilà, en grec. On continue. Et après, on a le texte canonique. Le texte canonique, c'est le texte de la tradition. Mais, vous allez voir. Et donc, ils analysent 4 idéogrammes seulement dérivent la puissance de l'élan créatif, brièveté parlante, tout autant que la multiplicité des phrases et d'images dans laquelle est exposée la puissance de l'élan réceptif. L'élan yang n'est que dynamisme, il engendre sans cesse les êtres et les situations. Donc ça répète sous une autre forme la petite introduction. D'accord ? Après, on a le jugement. Donc on a le jugement, le texte canonique.
Il vous explique un peu le symbolisme du dragon, du tapis dans l'onde, ce qui sont un peu des notes de traduction finalement. Dragon, en Chine, les dragons sont omniprésents, ancrés dans l'imaginaire oriental depuis le néolithique, comme emblème de la puissance bienfaisante de l'élan vital. Ils deviendront tout naturellement une image de la puissance productive du yang. Vous voyez, tapis dans l'onde, ça c'est l'idéogramme décrit en combinant un groupe complexe signifiant l'épingle à chignon avec le signe de l'eau, comme le gouffre cité au 4e trait, a pour sens propre de se tenir caché sous l'eau et pour sens figuré caché, latent, virtuel. Il est utilisé de nos jours dans des expressions qui désignent aussi bien les sous-marins que l'inconscient, donc dans la langue chinoise. Vous voyez, il est très fouillé. Et après, vous voyez, vous avez toute une série de précisions si vous tirez un yin ou un yang mutant. D'accord? Et donc, tout n'est pas à lire. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez trouvé un yin, un yang mutant, un yin mutant, pardon, là c'est un yin mutant, il va d'abord analyser les yin mutants selon la position. Donc, par exemple, admettons, j'ai eu un yin mutant au 5e trait. Il va dire que c'est la place souveraine de tout hexagramme. Les élans créatifs touchent à son point le plus élevé, le ciel, le dragon, son emblème, ré après ré, toute sa plénitude. Pourtant, l'absence d'appréciation favorable indique à la chinoise que cet accomplissement n'est qu'une apogée. À la différence du texte de la ligne souveraine, l'élan réceptif, aucune formule mantique ne vient couronner la convergence entre nature yang du trait, de la place et de l'hexagramme dans son ensemble. Vous pouvez voir aussi que le langage est assez soutenu dans cette édition. Hein. Et donc, il analyse même le cas rare où on n'a que des yang mutants. Des yin mutants, pardon. Vous voyez? Et après, donc tout ne se lit pas. Hein. Et après, on a encore une répétition, voilà, de l'élan créatif. Au cœur on a un mini résumé, d'accord? Et on a l'hexagramme opposé. Le yin ou le yang de votre hexagramme, si vous voulez. Donc l'opposé, c'est un peu, par exemple, je prends celui-là, son opposé, ça va être celui-là. D'accord? C'est comme ça qu'il calcule. Ok? Vous voyez? Donc celui-là, il est vraiment très intéressant si vous vous intéressez à la culture chinoise et que vous voulez approfondir le Yi-King, le Yi-Jing. D'accord? On va regarder l'autre maintenant. L'autre, qui a un peu ma préférence, je ne vous le cache pas, parce que déjà, il est plus pratique pour mes mains. Il est agrémenté d'autres citations qui, parce que c'est un homme très cultivé, qui donne une idée de l'hexagramme. Il s'élance fulgurant et virevolte superbe. Tantôt il fait briller ses écailles, tantôt il laisse deviner sa queue. C'est par son double aspect visible-invisible que le dragon exerce son infini pouvoir de fascination. À la fois visible et invisible, voilà le charme inépuisable de la nature. François Cheng. Vous voyez? Et là, il va synthétiser un peu, rassembler l'introduction de l'édition précédente avec des éléments culturels en beaucoup plus condensés et pédagogiques. Le créatif a un emblème et un seul, le dragon, image d'une force prodigieuse dont on peut suivre l'éveil puis l'envol tout au long de l'hexagramme. Le dragon représente le déploiement total de l'action dans ses différentes phases, déploiement qui constitue pour l'être humain une aventure exaltante mais aussi une épreuve. Accomplir ce parcours jusqu'à son terme exige un courage suivi et une fermeté sans faille. Vous voyez? Voilà. Donc après, il y a quand même une note sur celui-là, sur l'hexagramme, qui est très synthétique, vous voyez,
qui est dans un encadré. Donc on peut le zapper si vous voulez. Le caractère qui nomme l'hexagramme comprend à gauche un élément phonétique. Donc là aussi, on a exactement la même chose que ce qu'on avait dans l'édition précédente. Voilà. Être créatif, c'est se laisser, et là on a le jugement aussi, beaucoup plus synthétique, la grande image et la 10e aile. Donc les points forts, en fait, les 3 points névralgiques de tout hexagramme bien construit. Être créatif, bien construit, bien compris. Être créatif, c'est se laisser investir par le souffle qui préside à l'apparition des phénomènes. D'accord? Par exemple, vous n'hésitez pas à poser des questions. Bonjour Sylvie. Vous n'hésitez pas à poser des questions. On est en train de regarder des éditions du Yiking. Voilà. Donc, c'est Pierre Fort, voilà, qu'on compare aux éditions Belles Lettres avec... Pour Sylvie, le Yi Jing aux éditions Albin Michel, 28 € contre 35 € avec Cyril Javary et Pierre Fort comme traducteurs. Voilà. Donc on a la grande image aussi, donc là la symbolique du ciel sur le ciel, avec une mini traduction synthétique. La marche du ciel est puissante, ainsi l'être de valeur se fortifie sans cesse. Le ciel est l'image d'un souffle créateur qui possède en lui-même la ressource nécessaire pour aller de l'avant et se perpétuer sans cesse. À la fois mouvement et action, aptitude à concevoir, à initier, à orienter. Le ciel représente ce qui fonctionne de soi-même, anime tous les êtres et les stimule sans relâche. D'accord ? Je vous lis pas tout parce que ça serait long et puis on n'aurait pas la place pour tirer le Yiking. Après, on a la 10e aile, ce qu'on avait aussi dans l'autre édition, en plus court. Signifie puissance, inflexibilité, endurance. Donc c'est une valeur sûre. Le texte décitré, pareil, on a une traduction qui est remaniée et qui est beaucoup plus synthétique que la traduction qu'on avait, si vous voulez. Je vais vous le comparer. Alors, on a une grosse traduction mot à mot ici. Voilà. Et là, on a une traduction dans un français beaucoup plus relâché. D'accord ? On a ici « Le dragon caché n'agit pas. Le dragon apparaît dans le champ. Il y a avantage à voir l'être grand. » Comparé à « Fondamentalement favorisant, ténacité profitable, dragon tapis dans l'onde, ne pas agir. » Voyez ? Et c'est le même traducteur, c'est ça qui est rigolo. Tout au long du jour, l'homme valeureux redouble de créativité. Le soir, il reste attentif. Danger, pas de faute. Bon, incertain dans l'abîme, pas de faute. Le dragon vole dans le ciel. Il y a avantage à voir l'être grand. Dragon hautain aura des regrets. D'accord ? Donc, c'est une synthétisation de ça. Après, on a le début du 9. Le dragon caché n'agit pas, la petite image, donc par opposé à la grande image. D'accord ? Le dragon caché est caché et n'agit pas. Le yang se trouve en bas. Une telle lueur cachée dans les profondeurs aquatiques, etc. Là, il reparle encore. Il fait une analyse détaillée donc, de l'hexagramme. D'accord ? Voilà. Avec toujours la petite traduction qui nous aide à faire le repère. Dragon hautain aura des regrets. Qu'est-ce que ça signifie ? En s'égarant dans les hauteurs célestes, le dragon court le risque de s'enfermer dans la certitude de sa force et de perdre sa fluidité. Vous voyez ? Là, pareil, on a un petit topo sur le dragon, le symbolisme du dragon. Donc, on a quelque chose de très riche. Le dragon est un animal aquatique. Il naît de l'accumulation des eaux dans les profondeurs et en absorbe la puissance incontrôlable quand elle se déchaîne lors des inondations et des cataclysmes. Oui, contrairement au feu, on l'associe des fois au feu, mais en fait, effectivement, le dragon, c'est un reptilien. Et donc, dans la tradition chinoise, c'est les grands souffles. Voilà.
Le grand souffle, d'ailleurs, le Japon, c'est le grand dragon. Parce que la forme, selon la légende, c'est un dragon qui a vaincu les flots. Hein. On a les différents sens. Et après, là, on a toute une série de modèles qui est super. On a aussi l'hexagramme opposé. Hein, vous voyez toujours sur cette correspondance. Et ce que je trouve génial, et qui est très pratique pour la divination, et que l'autre n'a pas, à 28 €, hein, c'est les défis à relever dans le créatif. Ça, c'est très, très, très pratique pour des aspects divinatoires ou de conseil. Prendre conscience de la puissance personnelle et du potentiel de créativité. Déployer toute son énergie pour réaliser un projet ou porter une situation. Évaluer si on dispose de la grande force nécessaire à la réalisation envisagée. Vous voyez ? Voilà. Et c'est tout comme ça. Voilà. Donc, et on en a enfin fini. Donc, du coup, moi, mes conseils, donc si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez quand même vous intéresser, achetez plutôt celui-là si vous voulez vraiment étudier. Les deux sont très bons, hein, mais si vous voulez vraiment étudier, si vous êtes étudiant en chinois, celui-là est très intéressant parce qu'il y a un mot à mot qui est hyper important, etc. Par contre, si vous voulez, vous avez un peu plus d'argent et que vous avez 18 € à mettre en plus, et que vous voulez essentiellement vous en servir pour la divination, prenez celui-là. Voilà. Ou si vous n'avez pas les moyens, et si je ne devais en prendre qu'un, je prendrais celui-là. Honnêtement, hein, parce qu'il est bien plus pratique et il est tout aussi riche et condensé que celui-là, qui est moins pratique pour les arts divinatoires. La mancie, le système oraculaire. Donc après, je voulais aussi vous montrer ma boîte de tirage. Comment je fais moi. Donc elle est tombée, c'est pour ça. Donc j'ai une petite boîte comme ça que j'ouvre. Et donc là, alors, quand je veux aller vite, j'ai mes deux tarots. J'ai mes deux tarots. Alors il y en a un que je garde, vous comprendrez, complètement ordonné de 1 à 64. C'est celui-là. On a un résumé de ce qu'il faut faire par le travail, succès, créativité. Donc quand je veux aller vite, ça m'arrive de tirer ce tarot-là. Et de voir la correspondance dans le livre. Quand je veux aller vite, que j'ai pas le temps. Mais ce que je fais dans ces cas-là, ce sont deux jeux qui sont plus édités, hein, qu'on retrouve éventuellement sur eBay. Moi, je les ai eus sur eBay. Et donc, du coup, celui-là, je l'ai classé pour vous. Mais celui-là, je l'aime bien. Donc, moi, j'ai mis les numéros, justement, pour m'y retrouver. Hein. Pour m'y retrouver. Ça a été un peu long. Et j'ai mis aussi en tout petit la correspondance, le nom de l'hexagramme. Et donc, du coup, celui-là, je peux le mélanger. Hop. Je pense à ma question. Je pose ma question. Et hop, je tire une carte de tarot. Par contre, le désavantage, c'est qu'il n'y a pas les hexagrammes mutants. Donc, on perd un peu la tradition de ça. Donc, celui-là, qui est une bonne introduction, c'est le Yi-King de Paul Hickey. D'accord ? Et donc ça, c'était... donc, j'ai plus la boîte d'origine. Et donc, c'était les éditions Grimaud. Vous voyez ? Hop. Les éditions Grimaud. Très belle. Elle est collector, hein, je voulais la voir. Donc, avec le tableau des correspondances. Et avec des cartes bien pratiques pour la symbolique. Il faudrait que je vous en fasse les photos. Hop. Et donc il y a ça. Donc quand j'ai pas, je tire quand même majoritairement avec les pièces. Et donc du coup, quand j'ai une question, je prends un petit papier. Je vais prendre un petit papier. Tiens, on va le faire maintenant. Hop.
Et je tire. Et j'ai mes petites pièces que j'ai mis dans une petite étamine. Un petit pochon. Et je note ma question. Je dis... Et donc là, je vais le faire pour vous tous. Face à la situation... Puis je date, hein, mais j'ai un carnet de tirage. Face à la situation qui me préoccupe, alors là, je fais très général, hein, qui me préoccupe, vous pensez à votre situation. Là, je ne vais pas le faire pour moi, hein, je le fais pour vous. Face à la situation qui me préoccupe le plus en ce moment, et là, il faut toujours avoir un comment dans votre question Yiking. Comment agir ou quelle attitude, comment agir, quelle attitude à tenir, comment agir pour qu'elle ait une issue favorable, pour qu'elle ait une issue favorable. Et puis je date. Je crois qu'on est le 22 janvier. 22 01. Bon, moi j'ai un carnet. Hein. 2023. Voilà. Donc derrière, on va faire le Yiking. On va bâtir le Yiking, donc toujours de bas en haut. On prend ses pièces. Donc c'est pratique d'avoir une grande boîte comme ça, hein, pour comme un dé, comme les dés, hein, finalement. Et là, je regarde, vous voyez, j'ai l'impression de chercher de l'or. Donc c'est des pièces. Je regarde le nombre de faces. Là, j'ai 2 faces et j'ai un pile. Donc les piles, qui est le chiffre, ça vaut 2. Et les faces, ça vaut 3. Donc 3 plus 3, 6, 7, 8. 8, je crois que c'est un yin naissant. Hop. Je vais vérifier sur ce truc qui est bien pratique. 8, oui, c'est un yin naissant. Ça, vous le retrouvez sur Internet. Donc, j'ai un premier yin naissant. Donc, je vous récapitule la question. Face à la situation qui me préoccupe le plus en ce moment, comment agir pour qu'elle ait une issue favorable? Donc pensez à votre situation et vous allez avoir le conseil du Yiking. Donc là, en position 1, j'ai un Yin. Je continue. Donc, je vais le faire 6 fois. Je l'ai fait une première fois, donc là, je vais encore le faire 5 fois. Et à chaque fois, je vais regarder. Donc là, j'ai l'inverse, j'ai 2 Yin. 4, j'ai 2 yin parce que j'ai 2 piles. 4, et là j'ai un face qui vaut 3, 4, donc ça nous fait 7, donc c'est un yang naissant. Les chiffres pairs, c'est yin, et les chiffres impairs, c'est yang. C'est tout bête, hein. Donc là j'ai 7, et donc c'est un yang. Si vous avez peur de vous tromper au départ, vous pouvez noter les chiffres. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais 7. Là, on avait 8. Hop. On va avoir le conseil du Yiking. Ah, j'ai oublié. Et là, ah, vous voyez, on a un signe mutant. On a 3 faces. On a 9 en 3e position. On a 9, donc on a un yang mutant. On a un yang mutant. Donc les yang mutants, moi je confondais toujours. Le yang mutant, on met un rond et le yin mutant, c'est une croix. D'accord? Hop. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon signe quand vous n'avez pas de mutant, c'est moins bon signe parce que ça veut dire que votre situation stagne.
d'accord, et que vous n'avez pas les solutions. Quand vous avez des signes mutants, ça veut dire que votre situation peut bouger. Et donc, vous avez le double des conseils. Vous avez le double à lire. Hop. Vous avez 2 hexagrammes à lire. Je vais vous montrer. Donc là, on a quoi? On a 2 yin, puisqu'on a 2 piles. Donc ça fait 2, 4, plus un yang, 3. Ça fait 7. On a encore un 7. Donc là, on avait un 9. Je le marque parce que, voilà. Là, on a un yin. Hop, on peut laisser. Donc on a un 9. On a un 7, pardon. Voilà. Mais très désolé, ils sont pas jolis. Hein. Et là, oh, surprise, on a encore un yang mutant. On a 3 faces. On a encore un 9. D'accord? On a un 9. On a un brelan. On a un 9. Donc on remet. On a un yang mutant. Ok. Et on a un dernier trait à bâtir. Pour la situation qui me préoccupe le plus en ce moment, comment agir pour mes consultants. Et on a encore un 9. Hein. Vous voyez, j'ai 3 faces. Donc on a encore un mutant. Donc je vais vous montrer comment on fait avec les mutants. Donc là, on a encore un mutant. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a un double oracle. C'est comme si on tirait 2 grosses cartes de tarot. Donc là, ce qui ne bouge pas, c'est le 8 et le 7. Hein, c'est les 9 qui vont bouger ici dans ce tirage. Le 7 reste 7. Le 9, lui, va s'inverser. Il va devenir yin. D'accord? Le 7 reste 7. Et le 9 va devenir yin. Va devenir yin. Vous voyez? Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le tableau, tiens, de Pierre Fort tout seul, si je le retrouve. Voilà, il est là. Ah ben, il est tombé. Et donc là, du coup, on va regarder notre premier hexagramme qui va décrire notre situation actuelle. Quelles sont les problématiques de notre situation actuelle. Donc là, on va regarder le premier trait et 2 yang. On est à ce trait-là, c'est le inférieur, l'hexagramme inférieur. Et l'hexagramme supérieur, c'est 3 yang. Donc on est le 44, 3 yang. D'accord? On ne tient pas compte donc, des yin ici. 44. Ok. Et le deuxième, on a pas du tout la même figure. Pardon, excusez-moi pour le bruit. On a cette figure-là dans notre deuxième hexagramme. Vous voyez? Et en inférieur et en supérieur, oui, je vous conseille de faire un espace quand vous les construisez. Hop. Et en supérieur, on a celui-là. D'accord? Donc, on a le 40, c'est ça. Je revérifie. Voilà, vaut mieux vérifier à 2 fois. Voilà, c'est le 40. Et là, on a le numéro 44. On est un peu au loto, hein. Alors, comment vous allez... Quelle est votre situation? 44. C'est la rencontre. Ah, j'adore cet hexagramme. La rencontre. Alors, je vais vous lire. Idéalisée car elle réfère aux mémoires de non-dualité, diabolisée car elle renvoie au temps où nous étions totalement dépendants d'elle, de la rencontre. Carl Gustav Jung. La rencontre est l'appariement des forces yin et yang, le temps du contact, de la conception et de la gestation. Associé au lendemain du solstice d'été,
le moment où la lumière commence à décroître, l'hexagramme évoque la puissance d'attraction de la Terre et celle de la personne qui symbolise l'engendrement, la femme. Tous les souffles sont ramenés vers le dedans pour se concentrer dans la graine et se prêter à la germination, l'expansion étant ainsi appelée à se poursuivre à l'intérieur. L'action du principe Yang intervient au niveau de la croissance et de la génération des formes, écrit Schlumberger, qui est un philosophe. S'il augure bien des fruits que portera la terre, le contact entre énergie yin et yang en passe aussi par des rapports de force. La dominante yang de la figure est trompeuse. Cette puissance est celle de la matrice, de la mère qui certes enveloppe et protège, mais tient également sous son emprise. Il y est fait allusion à 3 reprises dans le texte à travers le terme enceinte qui apparaît aux places importantes de l'hexagramme, celle de préfet, ministre et souverain. Donc c'est les positions 3, 5 et 9 je crois, ou 10. Le préfet, le ministre et le souverain. Ça c'est à vérifier. Attachement, enfermement. Tels sont les ingrédients du paradoxe à résoudre qui fait osciller entre le besoin de protection et le refus de l'emprisonnement. Comme souvent dans le Yi Jing, c'est dans la régulation des 2 polarités, entre le rééquilibrage de la parité yin-yang, tel que suggéré à la 5e ligne, que se retrouve l'issue la plus féconde. Quand elle mesure ses qualités, la puissance yin, féminine, reste dans les 2 et préserve un partenariat source de créativité. Quand le dragon reste caché et réserve sa puissance, la retenue n'est pas emprise, mais force d'engendrement. Le jugement, représenté à parité dans le Yi Jing. Yin et Yang n'y jouent cependant pas le même rôle. Qu'au moment de la rencontre, la force soit du côté de la femme, risque de faire perdre la vue la place traditionnellement seconde du Yin. Partant, il est déconseillé de s'abandonner à cette toute-puissance. Ne pas la prendre pour femme, c'est se libérer du pouvoir que l'on donne à la personne qui protège et ainsi garde sous son emprise. C'est arracher aux forces maternelles le pouvoir que nous leur attribuons. C'est refuser de rester dans le giron de la mère ou de la personne qui la représente. Celle à qui, enfant abandonné, on a été confié mais aussi livré à merci, écrit Jung, et dont on doit se séparer une fois façonné pour prendre le risque de sa vie. Plus généralement, il s'agit de ne pas laisser perdurer dans les relations qu'on entretient. Donc j'ai envie de dire qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses ou familiales, un rapport d'appropriation ou de captation mutuelle. Finalement, là, l'hexagramme, dans le problème qui vous concerne, c'est de retrouver votre indépendance dans ce lien et de ne pas hésiter à vous séparer, à vous détacher d'un rapport de dépendance. Ça peut être aussi une rencontre, une dépendance avec une substance. La grande image, par l'entremise du vent qui diffuse les graines aux 4 orients de la terre, la puissance du ciel se répand partout. C'est la terre de la recevoir. C'est à la terre de la recevoir, de porter les êtres, de soutenir la croissance de tous les existants. Le souverain imite ce mouvement. Ses ordres se répandent vers les 4 horizons, appelant obéissance, à l'instar du ciel qui confère à chacun son mandat, cette nature propre à laquelle on doit apprendre à se plier. Il devient ainsi la mère, il nourrit, il instruit, aide à grandir et garde sous son emprise par cette protection même. Donc là, je vais passer un petit peu, d'accord, et on va passer à ce que je trouve très intéressant. C'est les 6 pans de l'hexagramme, la fiche résumée. Réaction agressive à la retenue. Rééquilibrage du rapport yin et yang en vue d'une conception. 4. Enfantement prématuré, ne pas forcer. 3. Agitation et fatigue, ralentissement obligé. 2. Enveloppement à la fois protecteur et étouffant.
Excitation, freinage, bienvenue, retenue, protectrice. Ce yiking, il peut aussi s'adresser aux gens qui sont créatifs et qui ont des projets et qui ont du mal à planifier ou à canaliser leur espace créatif ou à mener de front leurs projets et leur vie personnelle. On voit que vous avez agitation et fatigue avec un ralentissement obligé et en même temps une excitation et des freinages bienvenus, retenue, protectrice. Les sens différents de la rencontre. Une sensation de dépendance matérielle, affective, psychologique, physique ou autre. Un freinage, une limitation, un enfermement étouffant, une emprise protectrice, une volonté de contrôle, une tentative de captation mutuelle, une contrainte imperceptible mais insidieuse, le contact, le toucher, la rencontre sexuelle, une germination, une grossesse, une gestation invisible et patiente, le paradoxe entre désir d'être protégé et refus d'être enfermé. Les défis à relever dans la rencontre. Ne pas se placer ou rester sous la domination de la mère ou d'une personne ayant un pouvoir similaire. Ne pas se complaire dans une situation de dépendance. 2. En finir avec les scénarios où l'on subit une emprise. 3. En finir avec les scénarios où l'on exerce une emprise. 4. Prendre conscience de la contradiction entre le besoin d'être protégé et le refus d'être enfermé. 5. Ne pas entretenir les scénarios de domination, chercher un équilibre fécond entre partenaires. 6. Vivre la retenue et les contraintes comme une phase de gestation et de préparation à autre chose. Vous voyez ? Et donc là, quel est l'élément, l'attitude à adopter ? C'est l'hexagramme mutant, l'hexagramme 40. D'accord ? Donc on va lire le 40. Donc quand on fait un tirage yiking, c'est une entreprise qui est assez longue. On consulte un livre de sagesse. La libération. Oh oh. Oh, vous que rafraîchit l'orage, fraîcheur et gage de fraîcheur. Saint jeune Perse. Dénouement, soulagement, détente. Tel est le mouvement à l'œuvre dans la libération, quand l'appel d'un air neuf incite à se délier et à tourner la page. Mais ce n'est pas dans la précipitation que l'on peut se dégager réellement de ce qui encombre. C'est tout le paradoxe. On ne se dessert pas un nœud à la hâte. L'opération doit être menée avec doigté. Plutôt que d'escompter un apaisement rapide, il s'agit de dénouer patiemment les différents éléments entremêlés de la réalité qui emprisonne, afin de se détacher réellement de ce qui retient et aller de l'avant. Et les freins sont nombreux qui empêchent d'inventer du nouveau. Le passé est là avec ses empreintes, qui invitent à la facilité, à la fuite, au renoncement. La tâche est multiple. Lâcher prise sur ce qui ne requiert plus aucun investissement de notre part. Attraper les renards dont les ruses maintiennent dans la confusion, tout comme se débarrasser des rapaces qui tourmentent et tétanisent. Quand l'indolence et la crainte laissent place au courage, il devient réellement possible de se libérer. Et une autre réalité s'annonce. On se délie de ce qui n'a plus lieu d'être et des lendemains plus légers se profilent. Le sud-ouest est l'orient du retrait dans le yin, l'espace où les choses font retour pour se désagréger et préparer le renouvellement. Lorsque d'anciennes configurations sont devenues pesantes, il est opportun de faire ce pas en arrière pour voir comment nous les entretenons. Ce temps de recul est précieux. Il donne la distance nécessaire pour distinguer les domaines qui sont du ressort de notre activité de ceux où elle serait inutile et efficace. Cette séparation est déjà en elle-même un soulagement. Au lieu de tout prendre sur soi, on laisse certains processus se réguler naturellement, afin que les ingrédients périmés disparaissent d'eux-mêmes et que d'autres fassent retour sous des formes nouvelles. Ayant clairement discerné ce qui est de mon ressort et ce qui ne l'est pas, je peux dès lors mettre toute mon énergie aux tâches où j'ai réellement à intervenir. En m'y attelant tôt le matin, je travaille de manière efficace à un soulagement véritable. D'accord ? Donc on va... pas de faute. Dans le chant, on s'empare
de 3 renards et l'on reçoit une flèche jaune. Présage faste. Porté à dos alors qu'on monte en char, cela incite les bandits à s'approcher. Persévérer entraîne le remords. Libère ton gros orteil. Les amis arrivent et alors la confiance s'installe. Seul un homme valeureux se délie. Faste. Il y a de la confiance envers l'homme de peu. Le duc décoche une flèche au faucon posé sur une haute muraille. Il s'en empare entièrement avantageux. Donc là, je vous passe un peu l'analyse, puis on va aller à la fiche résumée. 1. On se laisse emporter avec légèreté. 2. Disposition à traquer ce qui entrave et immobilise, le passé. 3. Mélange de fuite et de forfanterie. La forfanterie, c'est la ruse. Mélange de fuite et de ruse, d'esquiverie. Et parfois la forfanterie, c'est la duperie, la tromperie. 4. Possibilité de faire la part entre frein et soutien, le futur. 5. Tendance à affaiblir, libération possible. 6. Intervention habile et vigoureuse pour se libérer de l'oppression. Les différents sens de la libération. Le besoin de se dégager d'une situation périmée ou pesante. Le processus de dénouement d'une situation. Un soulagement déjà en cours ou à envisager. La nécessité de tourner la page, de se débarrasser de ce qui empêche d'avancer. La difficulté de défaire les nœuds dans lesquels on est pris. Les efforts nécessaires pour se sortir d'une situation sclérosante, qui vous tétanise, qui vous immobilise. Défi à relever dans la libération. Se séparer clairement de ce qui ne convient plus. Faire les efforts nécessaires pour se dégager du passé. Ne pas confondre soulagement éphémère et libération véritable. Ne pas céder à la forfanterie ou à la fuite. Donc travail plutôt patient. Comprendre ce qui retient dans des configurations périmées. Tourner la page en lâchant ce qui n'est plus de notre ressort. Discerner intelligemment les points où l'on doit agir avec diligence, avec doigté, pour passer à autre chose. Apprendre à articuler lâcher prise et détermination. Elle est belle cette phrase. Apprendre à articuler lâcher prise et détermination. Voilà tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pensez à mettre des likes si vous avez aimé ce direct, même en revisionnage. J'espère qu'il vous a été utile. Bon après-midi à vous, bonne matinée et bonne nuit pour vous tous, où que vous soyez. Au revoir.